Il est une des figures du football international. Son nom inspire le respect sur tous les terrains du monde. Il a tout gagné comme joueur et certainement bientôt comme entraîneur. Girondin TV est fier de recevoir aujourd'hui Laurent Blanc sur son plateau. Hop. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'y avoir invité. Alors c'est vrai que vous avez tout gagné comme joueur, championnat, Coupe du Monde. Non, j'ai pas tout gagné. Beaucoup de choses. J'ai gagné pas mal de choses, mais j'ai pas tout gagné. Championnat d'Europe, Coupe du Monde. Oui. Championnat anglais, espagnol, italien, français. Oui. Des coupes. Oui, mais celle avec les grandes oreilles, je l'ai jamais gagnée. Pas encore. C'est un regret. Je l'ai pas gagné en tant que joueur. C'est vrai qu'on peut toujours rêver. On peut toujours rêver de la gagner en tant qu'entraîneur. Ça va être difficile. Parce que c'est une coupe très difficile à gagner. Il y a très peu de gens, de joueurs et d'entraîneurs qui l'ont gagnée. Mais voilà, quoi, ça peut être un objectif pour moi et les Girondins de Bordeaux et les joueurs qui y composent d'un jour pouvoir gagner cette coupe aux grandes oreilles. Mais elle est dure. Elle est dure. Elle est dure. Pour revenir juste et d'un mot sur votre carrière de joueur, on évoque les trophées que vous avez gagnés, ceux que vous avez peut-être loupés. Quand vous vous retournez sur votre bibliothèque ou là où vos titres, vos médailles sont entreposés, c'est vide, il n'y a rien? Je vous rassure, je ne suis pas du tout un garçon qui conserve les médailles, les coupes, les articles, les maillots, les chaussettes, les chaussures. Je laisse ça à ma mère, qui le met en valeur et qui surtout adore nettoyer les trophées pour qu'ils brillent bien. Alors dès que j'ai une coupe ou dès que j'ai une médaille, je lui ai mis dans un sac et elle s'en occupe, c'est elle qui s'en occupe. Vous n'êtes pas du tout dans la nostalgie, alors c'est pas du tout. Vous venez à la maison, il n'y a rien qui fait remarquer que j'ai pu éventuellement jouer au football et faire une carrière. D'accord. Comme joueur, donc le regret que vous pouvez avoir, c'est justement de ne pas avoir décroché cette Non, Ligue des Champions. j'ai aucun regret. Je crois que j'ai eu une carrière de footballeur très longue d'abord, première des choses. Parce que j'ai débuté à 17 ans, j'ai fini à 37, et ça fait très long. Je pense que bon, de moins en moins, il y aura des joueurs qui arriveront à faire des carrières de 20 ans parce que on est de plus en plus exigeant avec les joueurs et puis le football, l'évolution du football est telle que physiquement on demande de plus en plus et à mon avis ça sera difficile de commencer à 17 ans et de finir à 37. Mais j'ai aucun regret, moi j'ai connu, je peux dire que j'ai tout connu dans le football, les bons, les mauvais moments. Mais quand j'ai connu des mauvais moments, c'était vraiment des vrais mauvais moments. J'ai connu la Ligue 2, j'ai débuté en Ligue 2, j'ai fait 5 ans en Ligue 2. Donc voilà, j'ai appris à surmonter tous les échelons, à passer tous les échelons, pour arriver au plus haut niveau. Avec humilité, toujours. C'était un maître mot. Avec beaucoup de travail, avec beaucoup de travail, parce que bon, effectivement, quand j'étais un jeune joueur, on disait que j'avais certaines facilités, mais ce qui devait être certainement vrai, mais je me suis forcé dans ma nature. Pour essayer de travailler, ne pas me reposer simplement sur cette facilité que j'avais pu avoir ou que mes parents m'avaient donnée. Au niveau footballistique, je parle. Coup de sifflet qui indique donc que Olivier Paulin et Olivier Faure, les deux reporters de Girondin TV, très bon chanteur. De grands chanteurs, effectivement. On vous racontera plus tard pourquoi ce sont de grands chanteurs. Donc Olivier Faure, Olivier Paulin, qui depuis hier promènent leur caméra sur le centre d'entraînement et interviennent quand ils le souhaitent dans l'émission. Souhaitent donc prendre la parole tout de suite. Maintenant, c'est à vous, messieurs. Oui Emmanuel, juste pour vous dire, on est juste au-dessus du terrain d'entraînement là, mais bon, pour l'instant on estime qu'on a pas mal bossé, alors on prend un petit peu le soleil, il fait beau aujourd'hui, et puis bon, on aurait bien chanté une petite chanson à Laurent Blanc, Michael Jackson ou Claude Nougaro, parce qu'on sait qu'il aime ça, mais bon, on va plus prendre un petit peu le soleil là. Voilà, merci messieurs pour cette intervention. On va dire que là c'est le jaune et puis prochain dérapage, ça sera le rouge. Et je vais peut-être demander à Laurent Blanc d'expliquer pourquoi la chanson. C'est une petite tradition ça dans le vestiaire. Oui, c'est surtout une tradition. Sans trahir un secret d'ailleurs. Non, il n'y a pas de secret à trahir, mais c'est en toute sympathique. Je leur disais de réviser un petit peu Michael Jackson et Claude Nougaro parce que c'est deux garçons qu'on a eu plaisir à recevoir et à ceux qui soient parmi nous pendant le stage de Dinard et pendant le stage de Montréal. Et comme la coutume
et que quand on accueille un nouveau dans le groupe, ben, le nouveau doit se transformer en chanteur lors du repas en commun. Donc voilà, ils ont eu l'occasion de démontrer que c'était des grands chanteurs, puisque Michael Jackson et Claude Nougaro se sont retournés dans leur tombe. Ça, je peux vous le dire. Voilà, donc c'était voilà, à eux de réviser, ils auront une deuxième chance. Mais après, il n'y en aura pas une troisième. Il n'y aura pas de troisième, comme voilà. Je disais. Là, c'est le jaune. La prochaine fois, c'est le rouge. Merci à vous deux, messieurs. Et vous intervenez quand vous le souhaitez dans l'émission. Reprenons le cours de notre entretien, Laurent Blanc. Justement, la question que je me pose, c'est quand on a gagné autant de trophées que vous, comment garder intacte la motivation, comment trouver de nouveaux challenges? Où allez-vous puiser? Non, mais c'est un autre métier, quoi. Il faut bien faire la différence. Je crois qu'effectivement, quand vous faites une carrière de joueur, ben, vous voulez arriver au plus haut niveau. Vous voulez, une fois que vous êtes arrivé au plus haut niveau, ça dépend le plus haut niveau que vous êtes fixé. Quand vous êtes jeune, c'est signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, si c'est possible. Après, si ce club-là est en Ligue 2, c'est de jouer avec l'équipe première. Après, si ce club est en Ligue 2, c'est d'essayer de pouvoir évoluer en Ligue 1. Après, il y a les sélections nationales, il y a les équipes de France junior, espoir, équipe de France A', A. Une carrière sportive est faite de challenges que l'on se met soi-même. Parce que je crois que bon, il y a tellement de jeunes joueurs ou de joueurs qui veulent atteindre le même niveau, et malheureusement tout le monde n'y arrive pas. Donc ça c'est en ce qui concerne les joueurs, vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains pour y arriver. Mais une fois que ça s'est terminé, c'est pour ça que je dis, c'est un autre métier, la carrière de joueur elle est finie, quoi. Elle est finie, il n'y a plus rien qui peut la prolonger, ni même la carrière d'entraîneur. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se transforment dans un métier du football, c'est-à-dire entraîneur, éducateur, dirigeant. Mais il n'y a rien qui prolonge la carrière du joueur parce que c'est pas possible. C'est un sentiment que l'on peut que recevoir quand on est joueur, quand on est sur la pelouse. Et même entraîneur, pourtant on n'y est pas loin de la pelouse, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, une fois que vous avez fait ce que vous avez fait en tant que joueur, ben vous essayez de retrouver la même motivation qui vous a fait avancer quand vous étiez joueur dans votre nouveau métier ou dans votre nouvelle orientation. Ce qui me concerne pour l'instant, c'est le métier d'entraîneur. Après, quand ça sera autre chose, j'essaierai de faire la même chose. Dans votre Il faut toujours, vous le savez aussi bien que moi, même dans votre métier, c'est toujours pareil. Il faut toujours se fixer des objectifs, quoi. Même qui sont au départ difficiles à atteindre, mais c'est dans la difficulté qu'on progresse. Il y a des objectifs qu'on ne peut pas atteindre ou se fixer, mais il y a aussi... Tous les objectifs sont potentiellement atteignables. Après... il faut se donner les moyens pour arriver à les atteindre. Certains peuvent aussi se satisfaire de la situation dans laquelle ils sont. Je pense que tous les joueurs de Ligue 1 ne rêvent pas forcément d'équipe de France. À un moment donné, c'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme, plus qu'un autre, a envie d'atteindre ses objectifs? Ils ont tort. Ils ont tort parce que je crois que, bon, après, ça dépend la nature de la personne, hein, son caractère. Il y en a qui se suffisent de peu. Il y en a qui en veulent toujours plus. Moi, j'ai toujours été dans ce sens-là, parce qu'on m'a poussé à être dans ce sens-là. Parce que j'ai jamais rien eu, quoi. Il a fallu toujours que j'aille chercher les choses. Il y en a qui, heureusement ou malheureusement pour eux, j'en sais rien si c'est quelque chose de bien ou de mal, c'est que sans me forcer, ils ont eu les choses, sans faire des efforts. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Mais je ne le regrette pas du tout, parce qu'au contraire, ça m'a forgé du caractère, de la personnalité. Et au départ, ce n'était pas évident, mais je pense que pour la nature humaine, c'est bien d'avoir des objectifs très difficiles à atteindre. Ça permet d'aller vraiment chercher au plus profond pour essayer de se donner les moyens justement pour les atteindre. Vous dites que ça n'a pas forcément été facile et que vous avez dû vous battre pour obtenir les choses. Et pourtant, vous le rappeliez... Comme beaucoup de gens. Vous le rappeliez comme la majorité des gens. Vous étiez un peu au début de votre carrière de joueur, un joueur techniquement facile et déjà au-dessus des autres. Ça ne suffisait pas. Heureusement que je l'ai compris. Si j'étais resté dans cette optique-là en disant bon, tout est facile pour moi, techniquement, mais le football ce n'est pas que de la technicité, heureusement d'ailleurs.
Il y a de l'intelligence, du physique à avoir. Et s'il vous manque quelque chose, vous ne réussissez pas. Donc, voilà, on m'a fait comprendre, et puis j'ai vite compris, en fait, que bon, même si cette facilité était un atout pour moi, il fallait que je la complète avec d'autres choses qu'il fallait que je travaille. Et je peux dire que si j'ai fait une carrière aussi longue, c'est qu'au niveau du travail, j'en ai fait beaucoup, peut-être plus que les autres. Et que, comme je dis toujours, le travail arrive à un certain moment, on sait, mais il arrive toujours au moment où ça paye. Dans votre deuxième vie sportive, celle d'entraîneur, justement, vous parliez d'objectifs à atteindre. Donc, en l'espace de 3 saisons déjà à Bordeaux, 2 coupes de la Ligue, 2 trophées, un championnat. Comme vous le disiez en conférence de presse, on va dire que ça vaut 18, 19 sur 20. Comment faire cette saison pour faire mieux? On pourrait déjà faire aussi bien. Aussi bien, ça veut dire faire encore plus d'efforts que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on l'a fait. Mais si on arrive à faire aussi bien cette année, ça voudra dire qu'on a fait plus d'efforts que l'année dernière. Parce que le contexte a changé, l'environnement a changé, les concurrents se sont renforcés. Tout le monde a envie de battre Bordeaux à juste titre. Donc voilà, ce qui fait avancer les joueurs, le staff, le club, c'est qu'on ne se contente jamais de ce qu'on a fait. On veut essayer toujours de faire aussi bien, voire mieux. Donc, mais il faut redoubler d'efforts. Parce que si on fait les mêmes efforts que l'année dernière, ça ne suffira pas. Il faut en faire un petit peu plus. Les joueurs, le staff, le club, la télé, les Girondins, le staff administratif, tout le monde doit essayer de faire un petit peu plus que l'année dernière. Déjà, alors je fais juste une parenthèse, mais qui me vient à l'esprit, 32 700 personnes pour le premier match ça, c'est très bien. À Chabandelmas dimanche dernier. Plus de 16 000 ou 16 000 abonnés. Abonnés, exactement. C'est bien. On n'avait pas connu pareil engouement depuis 10 ans. Ici. Depuis 10 ans. Voilà. Ben, il y a 10 ans, il y avait eu quoi il y a 10 ans? Il y avait un titre. Voilà, vous avez l'explication. Je reviens un petit peu. Il faut essayer que cet engouement qui est palpable d'ailleurs, on le sent, nous, joueurs, staff, on le sent. Il faut essayer, pas essayer, il faut réussir à faire en sorte que dans les 2-3 ans à venir, cet engouement soit toujours le même, voire éventuellement augmente chaque année. Je reviens juste quelques instants sur les débuts, la genèse de votre carrière d'entraîneur. À quel moment vous vous êtes dit, lorsque vous étiez joueur, tiens, je veux être entraîneur? Je ne me suis jamais dit ça. Mais mon comportement, mon attitude fait en sorte que je l'étais déjà, à mon avis, notamment en fin de carrière, déjà un peu entraîneur. Parce que j'avais la confiance de beaucoup d'entraîneurs qui étaient en poste. De par mon âge, de par mon expérience, on me demandait certaines choses qu'on n'aurait pas certainement pas demandé à un jeune joueur. Donc ça me plaisait, moi, avoir des responsabilités dans un groupe, ça m'a toujours plu. J'ai toujours fait face, je ne me suis jamais caché, quitte à en recevoir le retour de bâtons. Mais voilà, ça me plaît, quoi. Et je pense que le métier d'entraîneur, justement, si les gens ont peur des responsabilités ou n'ont pas envie d'avoir des responsabilités, ce métier-là n'est pas fait pour eux. N'est pas fait pour eux. On vous voit là, justement, c'était lors du stage de Dinard, vous êtes au milieu des joueurs en train de discuter. Est-ce que vous êtes un entraîneur axé sur la pédagogie? Vous expliquez beaucoup à vos joueurs quels seront le contenu des séances, le contenu de la semaine? Oui. C'est une manière de... c'est une manière déjà de bien se préparer pour la semaine. Quand vous savez ce qu'il y a au menu de la semaine, vous pouvez, en fonction du menu de la semaine, vous préparer. Parce qu'il y a l'entraînement que l'on voit ici au Hayan, mais il y a l'entraînement ou la vie tout court que l'on ne voit pas, puisqu'il y a des gens qui sont pères de famille, célibataires, etc. Ils ont un statut tous différent, les joueurs. Donc j'estime qu'en sachant le menu de la semaine et le menu de l'entraînement juste avant de le faire, on peut se préparer psychologiquement déjà au travail qui sera demandé. Et quand vous y êtes préparé au travail demandé, je pense que l'implication est meilleure. Ce sont des méthodes de management assez contemporaines, à savoir effectivement donner des priorités, des objectifs forts, des axes de travail forts. Voilà. Mais c'est ça, le métier d'entraîneur consiste à ça. Hein. Il ne consiste pas qu'à faire ou à dire aux joueurs, bon, il faut courir, il faut taper dans le ballon, il faut... Non, ça consiste à préparer.
c'est des joueurs de haut niveau, de très très haut niveau. Donc on a dans les mains où on coach des joueurs que le moindre détail va faire, où le moindre détail va faire la différence. Tout le monde peut faire entraîneur, tout le monde, mais la relation que vous pouvez avoir avec vos joueurs, la relation de respect, de confiance, d'aptitude au travail, elle se crée, elle se façonne. C'est de la mécanique de haute précision, très haute précision. Les joueurs, on vous voit là encore, c'était lors du stage. Le seul problème, c'est que bon, quand on peut comparer ça, je sais pas moi, à la Formule 1, pour ceux qui aiment la Formule 1, on dit ouais, il y a des voitures, c'est vraiment des Formule 1. Le problème, c'est que vous avez une voiture, vous devez la préparer cette voiture. Là, il y a 25 voitures, 26 voitures, 30 voitures, qui n'ont pas tous le même moteur, qui n'ont pas tous la même couleur, qui n'ont pas tous la même religion, qui n'ont pas. Voilà, toute la difficulté de faire passer son message est là, parce que vous vous adressez à des gens qui n'ont pas du tout la même personnalité, le même caractère. À rassembler ce qui n'était pas compliqué, le lot de tout entraîneur. Je ne sais pas si on les a vus sur ces images, ou ce sont peut-être les images suivantes, mais vous êtes aussi un entraîneur qui participe assez activement aux entraînements, dans les jeux, ça aussi, c'est pour vous une manière de montrer l'exemple, de donner l'exemple, ou Non, c'est mon vécu qui me permet de faire ça. Je crois que je pourrais avoir la même attitude ou en faire moins. Voilà, dans la mesure où, voilà, moi c'est mon vécu, mon expérience de joueur qui me permet de faire ça. Je sais éventuellement quand les joueurs ont envie de tricher, quoi. Parce que cette envie de tricherie m'a traversé l'esprit moi aussi. J'ai été joueur pendant 20 ans. Donc, voilà, mon vécu de joueur me permet d'anticiper certaines petites choses que les joueurs pensent peut-être à faire. Donc là, c'est une séquence de gainage, donc, lors d'une séance de musculation. Mais bon, je dois dire que entraîneur maintenant, ce n'est plus comme avant où l'entraîneur faisait vraiment tout. Maintenant, l'entraîneur est vraiment entouré de son staff technique, qui est de plus en plus important, à juste titre d'ailleurs. Parce qu'il y a tellement de choses à faire au niveau de l'entraîneur que si on lui demande d'être bon dans tous les domaines, c'est impossible. Donc voilà, la première des choses d'un entraîneur, c'est d'essayer de faire les bons choix dans le choix des hommes, quoi. À propos de bien choisir son entraîneur bis, parce que j'aime pas dire entraîneur adjoint, son entraîneur préparateur physique, son entraîneur gardien, etc., etc. Parce que moi, en ce qui me concerne, ils ont toute ma confiance. Et quand je dis ils ont toute ma confiance, c'est pas une parole comme ça jetée en l'air. C'est que je leur donne la responsabilité de faire l'entraînement, je leur donne la responsabilité d'entraîner les gardiens, et je leur donne la responsabilité de les préparer physiquement. Moi, je serai là que dans un cadre d'observer et d'anticiper les petites choses individuelles par rapport aux joueurs. Voilà, et recadrer et rappeler toujours quelle est la colonne vertébrale de votre philosophie et de votre management. Là, on voit justement Jean-Louis Gasset, qui est celui dont vous parliez notamment, qui est l'entraîneur adjoint. C'est un homme que vous avez connu à Montpellier. Oui. Alors, ça fait longtemps avec Jean-Louis qu'on se connaît, puisque on a d'abord joué ensemble à Montpellier. Donc voilà, c'est une amitié Moi, j'étais jeune, je débutais, lui, il était plutôt en fin de carrière. Voilà. C'est toujours quelqu'un avec qui, en tant que joueur, j'avais quelques affinités, même avec notre différence d'âge. Et puis, c'est quelqu'un qui a démontré, bien avant Bordeaux, qu'il était vraiment compétent dans ce domaine-là. Quand je suis venu à Bordeaux, il s'avérait qu'il était libre. Donc, on en avait discuté, d'une éventuelle association. Binôme. Voilà, binôme. Donc, quand ça s'est présenté, je lui ai proposé. Et puis, ça s'est fait comme ça. Didier Deschamps a dit de lui dernièrement qu'il était certainement en France ce qui se faisait de mieux en entraîneur adjoint. Vous confirmez ces propos ? Mais moi, je vous dis, ça me gêne ce propos d'entraîneur adjoint. Entraîneur bis, je dirais. Voilà. Donc voilà, je crois que les entraîneurs bis ont de plus en plus de responsabilités. Pourquoi ? Parce que les entraîneurs leur donnent de plus en plus de responsabilités. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur a de plus en plus de choses à gérer.
et que le terrain, le travail au quotidien qui est quand même très important, où on perd beaucoup d'énergie. Parce que si vous voulez faire vraiment un bon travail sur le terrain, il n'y a qu'à voir les séances que Jean-Louis anime, ou que Eric anime, ou que Domi anime. Il faut y laisser de sa personne, quoi. Et je veux dire, c'est pas le tout d'être en survêtement et de dire, bon, on fait ça, ça et ça. Il faut l'animer. Il faut motiver les joueurs qu'ils adhèrent à ce que vous leur proposez. Donc je crois que si un entraîneur fait ça toute la semaine, quand il y aura à faire des choix ou à discuter avec un joueur ou à prendre des décisions par rapport à telle ou telle chose, je crois qu'il n'aura plus les capacités optimales pour faire le bon choix. Parmi les choses qu'un entraîneur doit gérer maintenant dans un grand club, il y a... Les médias ? Les médias, vous m'enlevez de la bouche. D'ailleurs, je pense que Benjamin Desfossés a dû préparer quelques images de vous qui doivent être en conférence de presse ou avec des confrères, je ne sais plus. Est-ce que sur ce rapport aux médias, vous avez... Enfin, d'abord, comment vous jugez, vous, votre relation aux médias, et après, depuis 3 ans, comment vous avez fait évoluer votre relation à eux? Non, mais de toute façon, les médias, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est que bon, ils font partie intégrante du football, enfin, ou du sport même, ou de la vie en général. Alors, il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus des émissions, il y a de plus en plus de médias niveau presse écrite, niveau tout support. télévisuel. Et je crois que le sport, et en particulier le football, est en pleine évolution là-dessus. Je crois que qui aurait dit il y a 15 ans que les clubs de Ligue 1 allaient avoir leur propre télé? Je crois que bon, on aurait regardé ça avec des grands yeux. Et la réalité, elle est là. Donc voilà, nous en tant que sportifs, on est très sollicités. On est très sollicités, ou en tant qu'entraîneur, on est très sollicités. Il faut avoir une ligne de conduite. Enfin, il faut avoir. J'ai une ligne de conduite que j'ai toujours eue, même en tant que joueur. Et en tant qu'entraîneur, j'ai pratiquement la même, c'est-à-dire être disponible pour les médias, mais c'est moi qui me fixe la disponibilité. Et une fois que j'ai fixé ça, je n'y déroge pas. Que les résultats soient bons ou que les résultats soient mauvais. Je n'agis pas en fonction des résultats. Donc voilà, je me suis dit, je rencontre la presse une fois par semaine, ça suffit. Pour moi, ça suffit amplement. Et je n'y déroge pas. Qu'il y ait des bons résultats ou qu'il y ait des mauvais résultats. Ce n'est pas en fonction des résultats que je vais faire ou que je vais construire ma relation avec la presse. Depuis 2 ans, je fais ça. La première année, j'ai fait ça. La deuxième année, je n'ai pas fait plus parce que les résultats étaient meilleurs. J'ai fait exactement la même chose. J'ai eu la même attitude. Donc on ne peut pas vous reprocher après de dire oui, mais quand il y a des bons résultats, il fait la presse. Et quand il y a des mauvais résultats, il ne fait pas la presse. Non, ce n'est pas vrai. En ce qui me concerne, ce n'est pas vrai. Donc voilà, j'ai cette attitude-là. Il y en a qui vous diront il fait le minimum, mais moi c'est ce que je veux faire, le minimum. Moi mon métier c'est d'être bon avec mes joueurs, d'être bon avec mon staff, d'être le moins mauvais possible avec la presse. Et puis voilà. Comment vous Alors on peut toujours en faire plus, parce qu'il y a toujours plus de demandes. Il y a toujours plus d'émissions, il y a toujours plus de télévision. Je confirme ça. Et bien sûr que les télévisions veulent des acteurs du championnat de France, etc., des entraîneurs, des joueurs. Donc il y a de plus en plus de demandes. Mais si vous vous laissez piéger à dire oui à tout le monde, vous devenez vraiment... vous faites basculer la balance de votre métier dans un secteur qui est les médias, qui fait partie de votre métier, mais qui n'est pas simplement... ce n'est pas que ça. Certains d'ailleurs de vos confrères utilisent aussi les médias à leur... Vous nous utilisez, on a bien le droit de vous utiliser aussi. Techniquement. Petit aparté, vous, comment vous jugez, comment vous avez le sentiment que les médias vous jugent dans votre pratique et dans le rapport? Je pense que bon, les gens savent comment je fonctionne. Alors ils tentent, ça, de temps en temps ils tentent, mais je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis assez facilement. Et quand je me maintiens une ligne de conduite, que je trouve la meilleure pour moi, je suis égoïste, mais je pense que les gens savent que je ne vais pas déroger à ça. Très bien. Laurent Donc Blanc, voilà, je suis quelqu'un qui... Il nous reste droit. J'essaye de me tenir droit dans mes boîtes. Ouais.
Pour résumer, vous fixez des créneaux à la presse qui sont ponctuels, qui sont réguliers et qui ne changent pas en termes de fréquence. Voilà. Et peu importe les résultats du club, de l'équipe, vous êtes présent et vous honorez ces rendez-vous. Voilà. Ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'explique à nos abonnés. Place à l'équipe de France maintenant. L'équipe de France qui joue actuellement aux îles Féroé. Parmi cette équipe, 3 joueurs de votre équipe. 3 Girondins. 3 Girondins. Diarra Carasso et Johan Gourcuff. La question que je me pose, c'est comment vous regardez ce match-là? Est-ce que vous le regardez avec appréhension parce que vos joueurs jouent et peuvent éventuellement avoir un pépin sur le terrain, se blesser? Ou est-ce que vous arrivez malgré tout à prendre un peu de recul? Il y a un peu des deux, il y a un peu des deux, mais j'arrive à prendre un certain recul pour être supporter de l'équipe de France. Alors effectivement, j'ai un peu plus d'attention s'il y a des Girondins sur le terrain. Mais en règle générale, j'arrive à avoir le recul et n'être que supporter de l'équipe de France et non pas supporter des 3 joueurs ou des 2 joueurs ou du joueur qui joue. Ça ne sert à rien de pleurer avant d'avoir reçu la fessée, c'est un peu ça l'idée. Ouais, même si là je dis rien, je veux dire c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Bon, c'est d'une importance majeure. Après, quand il y a des matchs amicaux, c'est vrai que je calcule un peu plus le temps de jeu de mes joueurs, parce que je sais que nous, on a des échéances derrière qui peuvent être importantes, et que si on pouvait me les faire souffler, par exemple, mais ça, je crois que c'est tous les entraîneurs qui ont ce sentiment-là. Faire souffler, justement, parce que vos joueurs vont faire 3 rencontres en l'espace d'une semaine. On est en début de saison. En début de saison. Comment... Ça a été le cas l'année dernière, mais en fin de saison. Là, c'est un peu plus grave. D'accord. Comment vous n'avez pas une appréhension sur l'état physique dans lequel vous allez les Non, parce qu'ils sont en pleine période de montée en puissance. Donc, tout ce qui leur permettra, et notamment la compétition, les matchs, parce que rien ne remplace les matchs, pour trouver le rythme, c'est pas très grave. Ce qui me gêne un petit peu plus que le match en lui-même, c'est le voyage. Les conditions de voyage, les conditions dans lesquelles ils vont revenir. Je ne sais pas d'ailleurs, vous me faites penser, je ne sais pas s'ils reviennent après le match ou le lendemain. Toujours est-il que on verra ça jeudi après-midi, puisqu'on les récupère jeudi après-midi à l'entraînement à 17h. Pour terminer sur l'équipe de France, toujours Didier Deschamps qui parle beaucoup en ce moment. C'est bien. Il a indiqué la semaine dernière que vous seriez certainement le futur sélectionneur de l'équipe de France. Et notamment. En quelle année? Ça, il n'a pas précisé. Mais notamment parce que vous étiez plus consensuel que lui. Enfin. Voilà. Donc c'est vrai qu'à la tête de l'équipe de France, votre nom revient régulièrement en remplacement éventuel de Raymond Domenech. J'attends pas ce que vous répondiez à cette question. Par contre, est-ce qu'en tant qu'entraîneur... Alors ne me la posez pas. Je vais la poser. Non, mais je vais la poser différemment. Vous allez comprendre. Je ne voulais pas que je réponde à votre question. Il ne faut pas me la poser. Essayez de me tourner ça pour que je vous dise quelque chose. Exactement. Est-ce que ça peut être un objectif? Vous parliez d'objectif en début d'entretien, d'entraîneur, d'être à la tête d'une sélection. Voilà. C'est clair. La question est bien posée, donc je vous réponds oui. Mais quand, j'en sais rien. Sincèrement. Ça sera, comme je vous disais, peut-être un objectif dans ma nouvelle carrière d'entraîneur. Même si le sélectionneur, je pense que c'est encore notre métier qu'entraîneur. Donc il faudra que je termine celle-ci que je viens de commencer pour pouvoir peut-être entamer une autre carrière de sélectionneur. Pour finir, Laurent Blanc. Quand, j'en sais pas. Mais une sélection nationale, c'est difficile. Autre que son pays, c'est encore plus difficile. Quelle différence majeure vous voyez entre être entraîneur d'une équipe de Ligue 1 qui joue les premiers rôles et sélectionneur d'une équipe nationale? C'est pas du tout le même métier. Parce que votre équipe, c'est vous qui la choisissez. D'ailleurs, vous la faites travailler, vous la faites progresser. Vous êtes en contact avec elle tous les jours. Donc vous pouvez la faire progresser, vous pouvez voir les changements. Alors qu'une sélection, c'est d'essayer de faire l'équipe la meilleure avec des éléments venus un petit peu de tous les championnats européens. Pour être bon le jour J. Ce qui compte, c'est d'être bon le jour J en sélection. Vous gagnez votre match et on vous laisse tranquille. Pendant un mois, on vous laisse tranquille. Vous perdez votre match, pendant un mois, on va vous casser les oreilles. Et pour être un bon sélectionneur d'une équipe nationale, il faut gagner. Certes. Est-ce qu'il faut avoir été au préalable joueur d'une équipe nationale? Non, mais pour devenir entraîneur et pour devenir sélectionneur, et on le voit d'ailleurs, il y a des exemples. Ce n'est pas la peine d'avoir connu le plus haut niveau. Je pense que d'avoir connu le plus haut niveau, c'est un plus. Ça n'engage que moi.
Mais je le vois, moi, dans ma fonction d'aujourd'hui. Je pense que d'avoir été joueur pendant 20 ans de haut niveau m'aide énormément. Très bien, Laurent Blanc. Dernière question, et vous allez certainement m'accuser de l'avoir mise tout à la fin, mais je vous promets qu'elle n'était pas à ce niveau-là dans le conducteur, mais que voilà, de fil en aiguille, elle est passée à l'as. Marouane Chamakh, alors c'est le feuilleton. Ouais. C'est une question sur laquelle vous répondez sans difficulté. Oui. Hier, Arsenal aurait, je dis bien aurait, c'est du conditionnel parce que rien n'est confirmé, aurait renoncé à transférer Marouane Chamakh. Dans la presse écrite et dans la presse, vous utilisez beaucoup le conditionnel. Donc c'est ça le problème. Là, on est en train de parler d'une phrase conditionnelle. Donc, comment on fait? Comment vous voulez que je vous donne une réponse précise? Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je lui dis à Marouane, mais je lui ai dit en début de saison, donc je suis vraiment à l'aise pour lui redire, et je lui ai redit. On lui a dit que effectivement on comprenait ses intentions de départ, puisque moi-même, quand vous passez 7, 8 ans, 9 ans dans un club, vous avez envie de découvrir autre chose, c'est normal, c'est logique. Mais on lui a dit que bon, il avait encore une année de contrat, donc il fallait que le club ne soit pas lésé dans cette histoire. Il s'avère qu'on lui a dit que si c'était pour rejoindre un grand club, on serait très heureux. Et moi, le premier, en partant de Bordeaux, il rejoigne un grand club. Mais que si c'était pour partir dans un club qui ne lui garantissait pas ou qui ne lui offrait pas les perspectives sportives des Girondins de Bordeaux, en ce qui me concerne, je ne serais pas d'accord pour qu'il parte. Donc on en est là, quoi. On en est là. Arsenal, c'est un grand club, oui, on est tous d'accord. Mais je le dis depuis le début, je pense qu'Arsenal n'avait pas comme priorité de prendre Marouane Chamakh. S'il avait eu, ça fait un moment que Marouane Chamakh serait à Londres. Et donc, dernière question, c'est est-ce qu'à vos yeux, Blackburn, West Ham, qui sont des pistes éventuelles, et c'est toujours du conditionnel, me direz-vous, peuvent, à vos yeux, constituer un club de standing suffisant pour accueillir Marouane Chamakh? À vous de répondre, vous avez déjà cité les clubs. Regardez si ces clubs-là peuvent lui offrir les perspectives ou les challenges sportifs que Bordeaux peut lui offrir cette année. J'ai une réponse, je la garde pour moi, mais merci beaucoup Laurent Blanc d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Girondins TV. Merci, on se reverra. Un immense plaisir et à très bientôt, j'espère. De rien.